Bonjour, je suis Gilbert Daoued des éditions Avatar. Je suis avec Nicolas Bonal pour son coup de gueule de cette semaine. Cette semaine, on a décidé d'intituler le coup de gueule de Nicolas la défaite du G7. Et je fais une petite parenthèse ici pour nos auditeurs, Nicolas, parce qu'on a eu une fin de semaine avec trois réunions très importantes. Le Bilderberg à Lisbonne, on a eu le sommet de la Ligue arabe en Arabie Saoudite avec le retour, bien entendu, de la Syrie dans le sein de la Ligue arabe et le G7 au Japon dont tu vas nous parler, avec d'ailleurs Macron qui escortait Zelensky, d'ailleurs qui allait aux deux réunions. On commence l'émission pour le G7, pour Macron. Voilà. Donc, il est évident que le Bilderberg et le G7, c'est la même chose. Macron a envoyé Attal, je crois. On sait tous les horreurs que veut le Bilderberg, la numérisation du troupeau humain, on en a parlé il y a quelques semaines. On a donc un G7 qui, malgré tout, a complètement foiré et ça s'est passé au mauvais moment pour eux avec la prise de Bakhmout par les Russes, même si cette guerre interminable en énerve certains, dont moi. On peut dire que ça arrivait au mauvais moment. Donc, le G7 fait la gueule, c'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times. Alors, il y a un journaliste qui s'appelle Peter Baker qui a dit que c'était lugubre, que c'était raté et que c'était des leaders solitaires et mal aimés dans son édition du New York Times. J'ai mis ça sur mon blog, ça y est, sur Twitter et ça y est évidemment sur le site du New York Times. Confusément, le rentemplant journaliste américain, même si c'est pour les mauvaises raisons, elles sont même ridicules les raisons que lui invoque, reconnaît que les leaders en Europe sont détestés ou pas du tout populaires dans leur pays. Qu'il s'agisse, on ne va pas tous les citer, ça n'a pas d'intérêt, mais enfin, de notre vedette locale, de Biden, de Joe Biden, comme je dis dans le blog, ou de Mélanie maintenant, qui devient de plus en plus lamentable. On aimerait bien savoir d'ailleurs un sondage sur Ursula, qui est partout, et Ursula von der Pfizer, comme on dit, Cruella von der Pfizer. Apparemment, donc elle en rajoute, on va revenir un peu plus tard là-dessus. Donc le G7 est de plus en plus isolé. On prétend encore, Asselineau le premier, que les États-Unis, c'est 24% du PNB mondial, c'est ridicule. Les États-Unis, ce n'est qu'un océan de dettes et ce n'est qu'une manipulation financière énorme dans un désert industriel. Je rappelle qu'ils produisent 10% de l'acier chinois, hein, donc ce n'est pas avec ça que tu vas faire la guerre. Et que j'ai un ami qui est allé aux États-Unis récemment, il a pris le train pour aller de Washington à New York, il était effaré. C'est-à-dire que le pays est en friche, on est dans un tiers-monde total, celui qu'on aura totalement, je suppose, en France dans quelques années. Mais moi, je n'y retourne plus en France. Donc le G7, est isolé parce que donc il a déjà perdu sa guerre, il est en pleine défaite, il a déjà perdu sa guerre militaire contre la Russie. Et on multiplie les provocations avec les F-16, avec tout ça. On se demande où ça va parce que les Russes ont prévenu, il y a quand même un seuil. Alors je sais bien qu'avec les Russes, il y a toujours un seuil, hein, et que malheureusement, les Américains avancent et les Russes reculent. Mais bon, malgré tout, un peu de choses, ils le font. Alors, je sais aussi que cette guerre a un côté pas très réaliste, pas très sérieux. On est tous plus ou moins convaincus qu'il y a une combine derrière. Je voulais aussi parler de cette combine parce que Slap Squat, sur le site Muckrack, en fait, c'est Riley, c'est un Américain, a écrit un texte, il est évidemment pro-russe, mais enfin, il dit simplement que qu'est-ce que c'est que ce système où on vend du pétrole à l'Inde, l'Inde le recycle, le raffine et le revend aux Européens. On se fout de nos gueules. Les Russes ne gagnent pas tellement d'argent là-dessus. Et après ça, l'Inde se remplit les poches tout en se faisant gronder par l'Europe. Donc on a l'impression que c'est quand même encore les Occidentaux qui contrôlent tout, hein, finalement, avec cette idée. Donc quand est-ce que les Russes décideront de faire une guerre réelle contre les Occidentaux, et même dans les détails comme ça, au niveau de la guerre économique? Alors, évidemment, je ne demande pas une guerre nucléaire, mais visiblement, les autres, ça ne les intimide pas. Et il y a aussi cette idée que Bakhmout est prise. Ils s'en foutent. On est dans ce que disait il y a quelques années le Saker. Je n'ai pas compris pourquoi André a arrêté son blog. Je sais qu'il a été ruiné par le cyclone en Floride, parce que sa maison a été dévastée. Ensuite, lui disait beaucoup de bien du vaccin. Il a dû se vacciner 4 fois, 6 fois, donc il a dû prendre un coup de vieux comme pas mal de gens. Et alors lui, il disait, cette guerre, elle sera 5% militaire et 80% médiatique. Alors c'est vrai que le troupeau médiatique du G7, des peuples tenus sous cette étreignoir et de l'Europe, est effrayant, il est hallucinant. Ce matin, je parlais toujours dans le blog, parce que j'étais assez énervé,
de Ghiberti. Ghiberti parle d'opérations sexuelles pour se revitaliser. Donc, en fait, c'est les mutilations et les modifications sexuelles des enfants. On a de plus en plus de folie dans les médias. Le Figaro compare ceux qui doutent du vaccin à ceux qui disent que la Terre est plate. Donc, ils ont fait un dossier dessus, un dossier. Hein. On est dans un asile de fous. C'est pour ça aussi que le G7 connaît une défaite, parce que à partir du moment où tu considères que la Russie a moins que le PNB de l'Espagne, à partir du moment où tu dis que la Russie ne représente rien sur le plan militaire, ne représente rien sur le plan géographique, ne représente rien sur le plan économique, tu te moques tellement du monde que ce n'est même pas que tu n'es plus crédible, c'est qu'on ne peut plus discuter avec toi. Et ça, je crois que tu parlais de la Ligue arabe, c'est assez intéressant. Je crois que les Arabes sont pragmatiques. On les salue du chapeau, de la chéchia. Ils ont été très bien dans cette histoire depuis assez longtemps. Ils ont compris que les Occidentaux deviennent woke, deviennent siphonnés, deviennent toqués. Et que donc, il faut garder un contact avec eux parce que, bon, malgré tout, ça reste un petit 30% du PNB mondial, États-Unis et Europe ensemble. Et qu'ils ont encore quelques atouts. Mais les atouts faiblissent dangereusement et ils voient que la civilisation veut s'auto-détruire, veut se démantibuler, veut s'écrouler et que finalement, il n'y a pas la saine réaction populaire dont aurait parlé Pie XII à la fin de sa vie. Je me souviens qu'il parlait, il prévoyait une espèce de décadence, il ne fallait pas être un super prophète pour annoncer la décadence à la fin des années 50, mais on était déjà en plein Kali-Yuga, mais c'est très bien. J'en ai déjà parlé avec Danielou, j'en ai reparlé avec le révérend Père Jules Brunberger qui dit que la race blanche ne pense qu'à se détruire dans le livre qu'il a publié dans sa lettre ouverte à Jean-Paul II en 1979. On a une suite de dégringolades occidentales qui commence à faire peur tout le monde. Et on pensait qu'il y aurait une réaction populaire. Il n'y a pas, on en parlait hors antenne, toi et moi. L'extrême droite, elle est pourrie totalement jusqu'à la moelle en France, comme en Italie. L'extrême gauche veut ce que veut faire Macron en pire. L'extrême gauche est encore plus woke, l'extrême gauche est encore plus pour les mutilations sexuelles, l'extrême gauche est encore plus pour le réchauffement climatique. Et la dernière fois, il y avait la bécasse socialiste, la Ségolène Royal, qui a quand même travaillé avec Macron et qui a travaillé aussi avec Elisabeth Borne, qui a même été sa directrice de cabinet. Alors maintenant, elle joue, tu sais, à la manière socialiste typique. Ah, les pauvres, ah, vraiment, ils exagèrent, les pauvres Français, il ne faut pas leur faire de mal. Je vais me remettre à faire de la pleurnicherie humanitaire si vous continuez. Un banc pour Ségolène Royal. C'était ce que disait à l'époque mon ami Philippe Muret. Il disait les socialistes sont les champions de la pleurnicherie humanitaire. Le problème, c'est qu'avec la pleurnicherie humanitaire, ils déclenchent toutes les guerres possibles. On a vu la guerre en Syrie, même si la Syrie est revenue dans la Ligue arabe. On a vu les guerres un peu partout, les débuts de guerre civile partout dans les pays arabes qui ont été déstabilisés à l'époque d'Obama. J'ai vu qu'en Suisse, c'est assez rigolo. Ils vont assister à, c'est ce que m'a dit Sergi Lundu, un de mes lecteurs et amis. Il m'a dit ils sont allés l'écouter et ça valait 600 € la place. 600 € la place, ils étaient 5000. Monsieur Obama, pour raconter des conneries, il n'y a pas d'autre mot, pendant une heure, ramasse 3 millions d'euros. Et on sait qu'il fascine tellement les foules et l'élite que Macron a dit qu'après sa présidence, il aimerait être le nouvel Obama, ou être Obama. Donc c'est Obama, Obama, c'est le démon enchanteur de cette époque. Hein. Encore un petit peu pour Obama. C'est promis, j'arrête. Donc on a l'Occident, la défaite du G7, elle me paraît évidente. Il est marginalisé économiquement, il est marginalisé diplomatiquement. Les Chinois n'ont pas arrêté de lui cracher dessus. Les Arabes s'en moquent. L'Amérique du Sud fait un pas devant, deux pas derrière avec les Occidentaux. Ils voudraient bien faire partie des BRICS. Et on a, un écroulement en même temps intérieur qui est un écroulement moral, qui est un écroulement physique. On a parlé des 40% de baisse de cage thoracique. Les gens ne peuvent plus respirer, les gens ne peuvent plus courir. Moi, je ne vois plus les enfants courir. Je me rappelle que les enfants courir parce que je vois des vieux films. Les gosses à l'époque, tu le sais, étaient années 50-60, tous en culotte courte et ils couraient tous dans la cour de récré. Maintenant, c'est des gros lourds et que je te consulte la plaquette dès l'âge de 3 ans et que je fais rien de ma vie à part consulter de la plaquette. Moi, ici, sur le Paseo Maritimo, je rappelle qu'on a 8 jours de pluie et qu'il fait 15 degrés depuis 8 jours. Hein. Donc, le réchauffement climatique, mais en plein. Voilà. D'ailleurs, c'est une preuve supplémentaire, ne l'oublions pas, du réchauffement climatique. Autrement dit, plus il pleut, plus cela montre le réchauffement climatique et la sécheresse. Comment veux-tu discuter avec des gens comme ça de Libération, du New York Times ou du Figaro, hein? Ce n'est pas la peine.
Donc les gosses ne marchent jamais. On les fout sur des poussettes à 2 ans, je veux bien, à 4 ans encore, à 6 ans, toujours. Fantastique. Le gosse jusqu'à alors après, on le fout à la retraite, il regarde BFM de 6 à 66 ans ou de 6 à 666 ans. Ça, c'est l'occidental moyenne. Il ne faut pas s'étonner qu'il élise des mecs comme Macron, des gonzesses comme Mélanie, des gars comme Sanchez, des gars comme Sunak, même si finalement Sunak n'a même pas été élu, mais enfin, c'est pas grave. Lui ou la folle qu'il y avait avant ne valait guère mieux. La plupart des hommes politiques sont des toqués ou des young leaders. Personne ne s'en rend compte et tout le monde s'en fout. C'est dommage. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de voter pour les partis politiques quand tu as vu le personnel qu'ils ont. C'est là-dessus que tu juges les gens, c'est sur le personnel, pas sur le programme. Qui s'en fout du programme? Depuis quand ça? Alors, justement, tu sais qu'il y a quelques années, on avait fait une émission sur les nonagénaires génocidaires. On a bien fait de la faire. En effet, c'est tous les gens des fonds de pension, tous les gens comme Schwab, comme Soros, comme Fink, comme Gates qui fait 2 fois son âge, comme Rothschild, comme tous les Rockefeller de 90 ou de 100 ans qui veulent réduire le troupeau à néant. Et puis alors, Asselineau a justement fait une émission sur les Blancs-Becs. Et en effet, tu te retrouves avec des gens complètement irresponsables, complètement débiles, qui ont entre 30 et 40 ans, qui sont présidents de pays, qui comprennent rien. On a Mélanie, on a Sunak, on a ce qui s'est passé en Finlande. Elle avait 34 ans, la fille, élevée par un couple de 2 femmes, etc., etc. Et là aussi, apparemment, les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe et continuent de voter pour ça. Donc, on va terminer là-dessus sur la défaite du G7. Il est évident que c'est un asile de fous, une nef des fous, comme disait Onfray. Il est évident que l'Occident va vers sa défaite totale, non seulement militaire, mais j'allais dire presque anthropologique. Et on a une défaite qui s'est magnifiée avec toutefois l'éternelle volonté d'Ursula von der Pfizer de créer un nouveau virus, de créer de nouveaux confinements et de créer un nouvel État totalitaire basé sous le commandement de l'Oberführer Bill Gates et de son OMS. Voilà. Ils ont, Nicolas, au G7, ils ont prévu effectivement un budget pour la prochaine pandémie. Donc, Oui, 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 oui. euh, Elle y est donc déjà, elle est dans les cartons. Ils vont nous la balancer quand ils voudront. Et on espère que 95% des imbéciles, comme la dernière fois, iront se vacciner. Et puis moi, après, on me dira, mais vous exagérez. Beaucoup moins de gens se sont vaccinés. Ben, voyons. bon, ça va être la parole de la fin. Je rappelle à nos auditeurs de nous aider, de s'abonner et bien entendu d'acheter les livres de Nicolas Bonal. Contactez-moi sur Internet pour que je vous envoie des livres pour une somme très modique, comme on dit. Voilà, on a fait notre pitch Notre bonne action. commercial. Bonal et Daoued, ça suffit. Alors que Macron, c'est tellement bien.